En manchette ce soir, la fille de l'accident VTT succombe à ses blessures. Elle se battait pour sa vie dans un centre hospitalier de Montréal. La phase 3 du centre-ville de Val-d'Or est terminée. Ça va permettre d'avoir plus d'animation et qu'il va y avoir des terrasses certainement l'été prochain. Et coup d'envoi du raid de Témiscamingue. Ça fait chose, des belles expériences, surtout avec du monde d'autres pays. C'est excitant, on a senti l'ambiance, c'est merveilleux, là, les jeunes sont galvanisés. Bonsoir et bienvenue parmi nous. On revient sur le grave accident de VTT survenu dimanche dernier dans le quartier de Baudry à Rouyn-Noranda. On confirme malheureusement qu'Ashley Bédard, l'une des deux filles de 12 ans qui étaient à bord du véhicule, a succombé malheureusement à ses blessures au cours des dernières heures dans un centre hospitalier de la région de Montréal. Une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe est toujours en cours pour venir en aide à la famille. Jusqu'à présent, plus de 8 000 $ ont été amassés. Évidemment, toutes nos pensées sincères vont aux proches. Sur la scène judiciaire, un homme en crise a été maîtrisé hier à la Morandière Rochebeaucourt. Une opération policière s'est déroulée hier soir vers 23h autour de sa résidence. La route 397 a également été fermée. Et ce matin, vers 6h45, l'homme s'est rendu lui-même à la police et a été par la suite transporté dans un centre hospitalier. Il est possible que des accusations criminelles pèsent contre lui. La phase 3 des travaux de réfection de la 3e avenue à Val-d'Or est maintenant terminée. La ville de Val-d'Or se prépare maintenant à entamer la phase 4 l'an prochain. Yoann Carrière a fait le point avec la mairesse Céline Brindamour. Une importante étape de franchie pour la réfection du centre-ville de Val-d'Or avec la conclusion de la phase 3. Les travaux sur la 3e avenue entre la 7e et la 8e rue sont terminés. La mairesse Céline Brindamour se dit satisfaite du résultat et surtout de l'échéancier alors que les travaux ont été complétés plus tôt que prévu. Elle avait besoin d'amour, cette rue-là. Alors, de voir tous les gens qui se promènent, qui nous le mentionnent. Il y en a qui ont encore des petites inquiétudes à venir au centre-ville, mais on espère qu'avec la façon qu'on a fait la rue, ça va permettre d'avoir plus d'animation et qu'il va y avoir des terrasses certainement l'été prochain. On pense bien qu'on se donne des bonnes chances de ramener notre monde au centre-ville. La Ville n'a toutefois pas été en mesure de rouvrir la 7e rue durant les travaux, ce qui était pourtant l'objectif initial. Mme Brindamour indique que la Ville sait maintenant à quoi s'attendre pour la phase 4 des travaux, c'est-à-dire la réfection de la 3e avenue entre la 6e et la 7e rue. Peut-être chose qui nous a dérangé, c'est le fait qu'on n'a pas pu permettre à la 7e rue d'être ouverte. Puis, de ce fait-là, il y a quand même un bon côté. On a pu ouvrir plus vite, pour que tout le monde puisse en profiter, mais on est vraiment fiers de nos commerçants qui ont quand même très bien collaboré. D'ailleurs, même si la phase 4 est prévue pour 2024, certains travaux préparatifs doivent être effectués. C'est ce qui explique certains chantiers actuels à Val-d'Or. On a encore des petits travaux qui se font, comme c'est là sur la 2e avenue cette semaine. On a dû faire des travaux pour faire une sortie d'eau parce qu'on prépare déjà notre phase 4. Il faut installer des bornes d'incendie, mais aussi avoir des sorties temporaires pour les travaux. Puis on va faire la même chose sur la 4e avenue la semaine prochaine. La 3e avenue sera également fermée près du Pizza Bella du 11 au 14 septembre prochain en prévision de la construction de nouveaux bâtiments. Les commerces vont toutefois demeurer accessibles au public. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La COVID-19 n'a malheureusement pas dit son dernier mot. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue confirme une légère augmentation des cas en Abitibi-Témiscamingue depuis le début du mois d'août. La région passe de moins de 5 cas confirmés en laboratoire par semaine à 36 cas confirmés la semaine dernière. Les autres indicateurs, dont le nombre d'hospitalisations et d'éclosions, augmentent légèrement mais demeurent faibles. Depuis la mi-août, 6 explosions de COVID-19 ont été comptabilisées et actuellement 4 sont actives. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous préoccupé par l'augmentation des cas de COVID-19 dans la région? Vous avez répondu oui à 65%. On reste en santé pour désengorger les hôpitaux. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui que plus de 100 nouveaux points de services locaux vont être déployés partout au Québec pour offrir des services de prélèvement, de dépistage et de vaccination.
En Abitibi-Témiscamingue, seulement un nouveau point de service est prévu. Les centres de vaccination mis sur pied pour répondre efficacement aux besoins de la population durant la pandémie vont donc être convertis en points de service local. Il y aura ainsi plus de rendez-vous disponibles et les citoyens vont pouvoir obtenir un rendez-vous dans des délais plus courts. Sur un autre sujet maintenant, l'année 2023 est occupée pour une entreprise d'ici, de la région. En plus de construire sa première usine d'embouteillage, Onibi a développé un partenariat avec Sobeys. Vincent Tremblay a visité la nouvelle usine à Amos aujourd'hui. En l'espace de quelques mois, Onibi a réussi à trouver un terrain, construire sa première usine de plus de 12 000 pieds carrés et embouteiller ses premières canettes en Abitibi-Témiscamingue. Par jour, l'entreprise peut produire jusqu'à 30 000 canettes d'eau. Ça représente un investissement de 3,5 millions de dollars pour l'entreprise abitibienne en plein essor. Construction hivernale avec un petit peu plus de frais, mais ça valait la peine pour respecter nos ententes. Donc, nous, on était prêts au mois de mai à faire feu, c'est-à-dire, faut pas dire faire feu en Abitibi, mais on était prêts à produire nos produits pour le marché québécois. À la recherche d'un terrain pouvant accueillir les installations depuis plusieurs mois, l'entreprise s'est tournée vers Amos. Le maire et préfet Sébastien Dastou a fait des pieds et des mains pour permettre à Onibi de s'installer dans la MRC. C'est extrêmement important pour nous les garder à Amos. Alors, très fier comme maire. Surtout comme maire, je dirais, parce que bon, le développement économique est un peu plus fait là, via la ville d'Amos comme telle. Mais il a fallu qu'on travaille là, pour s'assurer de leur trouver un terrain, amener les services, puis qui puissent s'implanter rapidement. On ne voulait pas les échapper, pas du tout. Les propriétaires d'Onibi se décrivent comme des régionalistes. Ils ont des usines à Lassar et maintenant à Amos et l'eau provient d'un esquerre au nord du Québec. Le sentiment d'appartenance est fort, accorde l'un des copropriétaires, Francis Provencher. On est content parce qu'on puise notre eau au nord de Villebois, donc c'est le territoire de la baie James officiellement. On embouteille à Lassar avec notre usine d'embouteillage de grand format. Puis ici, à Amos, maintenant, on produit la canette, 473 ml, et d'autres formats sont à venir aussi. Tout ça en Abitibi. Donc, on est content, on est des régionalistes. Fait qu'on est content d'avoir des opérations un petit peu partout en Abitibi. L'année 2023 a été fort occupée pour Onibi avec la construction de l'usine et en 2024, l'entreprise veut s'attaquer au marché canadien. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Amos. On va maintenant au Lac-Simon. Un conseiller a démissionné dans la communauté. Il s'agit de Jean-Marie Papati. Il a remis sa démission le 1er septembre dernier. Pour combler le poste vacant, des élections seront mises en place bientôt. Et pour ce faire, le comité d'élection tient une assemblée générale pour la mise en candidature d'ici le 22 septembre. Les élections auront lieu à la salle communautaire le 7 octobre de 13h à 16h. On fait un petit suivi sur le déploiement de l'Internet haute vitesse dans la région. Eh bien, ça progresse alors que 467 nouveaux foyers sont prêts pour un branchement selon la MRC d'Abitibi-Ouest. Ces résidences sont situées dans des municipalités comme Lassar, Macamic, Nord-Métal, Palmarol, Poulari, Roquemaure et Sainte-Germaine-Boulay. Un rappel qu'il est de la responsabilité du citoyen de signifier son intérêt pour bénéficier des services d'Internet à haute vitesse et qu'il est impossible de savoir quel secteur sera prêt à être branché prochainement selon la MRC. Parlons de la nature à l'occasion de la 13e édition Journée des parcs nationaux ayant lieu demain. Le droit d'accès quotidien va être gratuit dans tous les parcs de la CEPAC. Il est toutefois recommandé de le réserver en ligne puisque les quantités sont limitées. Cette journée est l'occasion de découvrir la nature et de voir tous les efforts des équipes sur place pour préserver la faune et la flore. En plus de faire des activités de plein air régulières, certains parcs ont une programmation spéciale également. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. On va savoir ce qu'il y a de prévu pour la 20e édition. On vous dit tout après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 12 août dernier avait lieu la 4e édition de Chapéon Fête au parc intergénérationnel Nexolia, organisé par la ville de Chapéon en partenariat avec Hydro-Québec. Plus de 20 exposants représentant entreprises et organismes se sont réunis afin d'accueillir près de 300 personnes. Des jeux, tournois de fer, de pétanque et spectacles musicaux ont également été présentés aux festivaliers qui ont beaucoup apprécié. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de La Sarre et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Et Justine, on vous retrouve en ce moment même au lancement d'un livre très attendu. Effectivement, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde ici à l'Ivresse, à Rouyn-Noranda, pour le lancement du livre « Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn » de Pierre Séré, qui était très attendu. Dans son roman, M. Séré se demande pourquoi rien n'a changé depuis que les médecins de l'hôpital Mont-Sinaï ont mis en évidence en 1983 les dangers causés par les métaux traités à la fonderie. Dans les 40 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé autour de cet établissement qui est à l'origine de la ville de Rouyn-Noranda? Pierre Séré, ayant lui-même grandi ici, c'est une cause qui lui tient vraiment à cœur. C'est l'année dernière, c'est la crise, ce qu'on a appelé la crise de l'arsenic. Le point de départ de la crise de l'arsenic, c'est probablement le fait qu'on ait retiré le fameux annexe 6 du rapport de biosurveillance de 2018-2019, mais qui fait scandale l'année dernière et qui s'étend. Ce scandale-là, il ne reste pas à Rouyn-Noranda, il s'étend à l'ensemble du Québec. Et ça l'a ému l'ensemble de la population du Québec. Et moi, ça m'a ému, parce que je viens d'ici, je viens de Rouyn-Noranda. Et ça m'a ramené à des souvenirs de la sirène de la fonderie le vendredi midi qui se déclenchait puis qui envoyait ses fumées épaisses, puantes sur la ville. C'est l'anhydrite sulfureux, les terres de boue orange à perte de vue en Noranda-Nord, c'était les résidus miniers qu'on jetait dans l'environnement. Et Justine, la 20e édition du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue s'en vient. Oui, Mélissa, et plus précisément, c'est du 26 septembre au 1er octobre qu'aura lieu le prochain festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Et on a même appris aujourd'hui qu'il va y avoir un pré-festival du 21 au 24 septembre. On va pouvoir bien se mettre dans l'ambiance juste avant le début du festival. Le but du pré-festival, c'est d'offrir sur le territoire complet de l'Abitibi la présence d'une invitée d'honneur, Renée Robitaille, qui participe au festival depuis son début. C'est une conteuse native de la région et le FCLAT réunit plusieurs conteurs de renom tels que Claudette Lheureux, Jean-Marc Massy et plusieurs autres. Les artistes d'ici, de la région, seront aussi présents. Pierre Labrèche et Mélanie Nadeau sont des exemples. Il va en avoir aussi plusieurs autres et plusieurs événements emblématiques du festival seront de retour cette année, comme le concours de la Grande Menterie, le brunch marathon du conte, la soirée slam et encore plus. Le festival de Contes et légendes lie la littérature à la parole, à la musique, au cinéma et à plein d'autres arts. Et la fondatrice rappelle que tous les conteurs vont dans les écoles primaires pour pouvoir transmettre cette belle culture-là aux jeunes de la région. Ils vont à travers la région, puis dans les petits villages aussi. Alors, les conteurs sont demandés pour aller faire des ateliers de contes pendant les 5 jours du lundi au vendredi, là. Alors ça, là, c'est la relève, là, ces gens-là. Fait on est bien content que les écoles nous appellent les directrices d'école nous appellent pour faire les comptes. Mais 20 ans, c'est 20 ans. Hein? 20 ans, ça le dit. 20 ans, ça compte. Après la pause, je vous emmène directement sur le site du Raid Témiscamingue à La Tulipe, où le parcours jeunesse a commencé ce vendredi matin. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. L'excitation était à son comble cet avant-midi à La Tulipe pour le début du raid de Témiscamingue. André Audet nous fait revivre les tout premiers moments de la course jeunesse. 3, 2,
C'est parti! Le coup d'envoi au Raid Témiscamingue est enfin donné. Une cinquantaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans ont débuté la course jeunesse à la Tulipe avec un parcours à vélo dans le bois, l'ont poursuivi en course à pied et en canot sur la rivière Fraser. J'aime vraiment ça, le sport, puis je trouve des défis comme ça, après ça, tu fais juste te sentir bien, là, t'es fier de toi d'avoir réussi, d'avoir dépassé tes limites. À quelques minutes de partir, comment on se sent? Stressé, vraiment. Pourquoi stressé? C'est quand même 20 km, là, puis je fais pas ça très, très souvent. Que t'aurais pas ça souvent, la chance de faire ça, là. On va en profiter au max aujourd'hui. Je suis vraiment content de faire cette activité-là dans la nature. Je me dis que je veux juste au moins finir la course. On s'est préparé, alors je pense qu'on va être capable. Le Raid Témiscamingue accueille depuis 2 ans des participants de partout dans le monde, comme Mélissa et Javier, venus tout droit du Mexique. I've been to Canada just once before, but never hiking or doing these types of activities and sports. I don't think it's hard because I love it. I mean, I love doing mountain bike and hiking and all of the activities that this involves, so I just enjoy everything. Yeah, we prepare a lot, like just hiking, running, trekking, cycling, climbing, etc. And also doing some practices of orienteering. So we feel like we can do a good job. Et c'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui habite l'organisation en ce début de compétition. C'est sûr que c'est un défi technique, c'est sûr. Mais de l'autre côté, un projet de cette envergure-là, ça se fait en équipe. On est une bonne équipe solide avec la Société de développement du Témiscamingue, la MRC de Témiscamingue, puis Endurance Aventure. Puis je pense que les jeunes sont partis, sont contents, puis nous, on souhaite juste justement qu'il y ait une belle expérience, mais c'est très, très bien parti. Le Raid Témiscamingue se poursuit tout le week-end. Demain, le départ se fera à partir du pavillon des 15 à Moffett et le parcours se terminera à Fugerville. André Auder, RMC Nouvelles, La Tulipe. On reste au sport. À Rouyn-Noranda, le club de soccer Boréal a souligné dernièrement un important manque de plateaux sportifs pour poursuivre leurs activités. Et Kimberly, la mairesse, assure pourtant qu'elle est consciente du problème. Effectivement, la mairesse de Rouyn-Noranda veut rassurer la population. Elle ne veut pas que les jeunes s'empêchent de pratiquer leur sport durant l'année à cause du manque de plateaux sportifs. D'ailleurs, pour le club de soccer Boréal, une rencontre a eu lieu dernièrement afin de faire des concessions pour permettre aux joueurs de continuer d'utiliser les terrains qui sont prévus. Pour l'instant, il y a environ 8 terrains extérieurs et une dizaine de gymnases disponibles. Il y a quand même aussi, en revanche, d'autres disciplines qui sont en manque d'espace actuellement. Les besoins sont grands aussi, effectivement, mais les sports de combat aussi. Alors, le soccer, on sait que c'est majeur, c'est plus de 1000 enfants, 1000 personnes, 1000 participants. Alors, clairement, c'est important, mais il y a aussi d'autres sports qui sont en demande. La mairesse de Rouyn-Noranda confirme toujours vouloir travailler sur le projet d'un complexe sportif à Rouyn-Noranda afin de pallier le manque d'espace sportif pour autant les équipes sportives que les disciplines. Et le gouvernement du Québec a d'ailleurs annoncé cette semaine une nouvelle aide financière pour les infrastructures sportives. Donc, le projet devrait être déposé prochainement. Alors, oui, l'intention, c'est de déposer, bien sûr. Alors, il y a des validations qui sont à se faire, une mise à jour et tout ça, mais clairement, on va déposer. Et il en demeure pas moins que la Ville aussi, un des avantages pour la Ville, c'est aussi d'être propriétaire aussi de certaines installations. Alors, ça nous permettrait aussi de gérer certaines de nos installations. Fait que donc, c'est en travail absolument. Reste à savoir si le complexe sportif sera accepté par le gouvernement du Québec et si le financement sera suffisant pour procéder aux prochaines étapes. Merci, Kimberly. On en parlait en début de semaine, la Rouyn-Norandienne Gina Kingsbury qui se joint à la Ligue de hockey féminin professionnel à titre de directrice générale de la franchise de Toronto. Johan Carrière s'est entretenu avec elle pour en savoir davantage sur son nouveau défi. Premièrement, parle-moi un peu là, du processus. Comment ça s'est déroulé? Là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette nomination-là? C'est sûr que quand la Ligue elle a rentré en force, j'ai pu obtenir le CDA. Alors, j'ai pu voir c'est quoi la structure puis la vision de la Ligue, puis l'intérêt des investisseurs. Fait que j'étais très impressionnée avec le CDA. J'ai vraiment pensé que c'était bâti pour vraiment faire un environnement professionnel pour les athlètes.
Fait que ça m'a intriguée. Je me suis dit que c'est une ligue qui va durer très longtemps. C'est une ligue que c'est le temps là, de commencer à avoir une ligue professionnelle pour nos athlètes, pour l'hockey féminin. Puis à chaque conversation avec la ligue, à travers du processus, je devenais de plus en plus excitée, puis vraiment encouragée d'entendre ce que j'entendais. Là, avec cette décision-là d'aller vers cette nouvelle ligue-là, on sent que à la fois les gens qui ont été embauchés dans les organisations, les joueurs également, on sent que tout le monde a vraiment confiance en ce projet-là. On a beaucoup de travail à faire, il n'y a aucun doute, ça ne va pas être complètement parfait du début, mais je pense que c'est bâti d'une fondation qui est vraiment solide. Puis je pense qu'on peut bâtir une ligue professionnelle à travers de ça. Puis tu as raison, je pense que c'est pas juste de manager une équipe. La responsabilité des GM présentement, c'est de bâtir une ligue. Puis ça, c'est très, très intéressant aussi à mon niveau. Ça me donne une opportunité unique. Je pense que j'aurais jamais l'opportunité encore de pouvoir aider à bâtir une ligue du début à la fin. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Nina Kingsbury, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Félicitations pour ta nomination, puis meilleure des chances pour la suite des choses. Merci, Yoann. Les Jeux sont en action aujourd'hui. Dans la Ligue M18 AAA, les Forestiers d'Amos débutent aujourd'hui leur saison régulière à l'étranger contre les Lions du lac Saint-Louis à 19h. Les hommes de Sean Lanou vont également affronter les Lions demain à 15h. Le premier match à domicile des Forestiers aura lieu vendredi prochain à 19h contre les Chevaliers de Lévis au complexe sportif des Jardins. Et du côté de la LHMQ, eh bien, les Foreurs de Val-d'Or rendent visite à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le match doit également débuter à 19h. Finalement, pour les Huskies de Rouyn-Noranda, eh bien, ils reçoivent les Olympiques de Gatineau à l'Arena Glencore dans un autre match qui va débuter à 19h. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À Météo Justine, du beau soleil pour la fin de semaine nous attend. Ok, oui, là, c'était le temps que les nuages disparaissent. On le voit, le ciel s'est complètement éclairci en ce moment à Rouyn-Noranda. Ça va faire du bien, du beau soleil. Mais pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé dans toute la région avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. Je vous rappelle qu'on a un risque de gel en Abitibi. Il va faire un minimum d'autour de 3 degrés. Le soleil va briller partout pendant la fin de semaine. Pour demain, c'est ensoleillé avec des nappes de brouillard qui vont se dissiper tôt le matin. Alors, dans l'après-midi, on va pouvoir profiter d'un beau 19 à 20 degrés. Ça va être parfait, profiter des derniers rayons du soleil de l'été. Et finalement, pour conclure ce week-end en beauté, le soleil, encore une fois, sur tous les secteurs avec un maximum de 21 pour dimanche. On va pouvoir se faire bronzer un petit peu en fin de semaine, mais pas trop parce que c'est pas une canicule non plus. On va profiter de l'été jusqu'au bout. Merci, Justine. Je vous laisse avec la ville de Sainte-Terre qui fait une soirée de consultation citoyenne sur les coupes, oui, le 12 septembre prochain. L'avenir des tranchées coupe-feu sera au cœur de la discussion. Évidemment, on suivra le tout. Je vous souhaite de passer un beau week-end et on se retrouve lundi. Bonne soirée.